Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce JDS. Avec nous sur ce plateau, Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie Nguessan. Aimé Kéké, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique auront lieu en octobre. La Côte d'Ivoire sera face au Malawi. Et c'est acté, le match retour Côte d'Ivoire-Malawi ne se jouera pas en Côte d'Ivoire. Et pour cause, le pays ne dispose pas de stade prêt à accueillir cette rencontre. On en sait un peu plus avec Jean-Sylvain Esso. Leader du groupe D avec un match nul 0-0 contre le Mozambique et une victoire 2-1 devant le Cameroun, la Côte d'Ivoire n'aura malheureusement pas la possibilité d'accueillir le Malawi à domicile dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Ce, en raison de la qualité de la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, qui doit faire peau neuve dans les prochaines semaines. L'historique stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau, lui, est en plein travaux. Sur l'espoir des Ivoiriens pour abriter la rencontre contre les Flammes, le stade de Yamoussoukro, qui présente un visage attrayant. Hélas, les éléphants devront patienter avant de faire leur baptême du feu et procurer la joie à leur public dans ce stade. Ce joyau n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football, qui estime qu'il ne répond pas aux normes internationales. Patrice Baumel et ses joueurs devront donc évoluer loin de leur public. Une délocalisation du match s'impose et le Ghana ou le Sénégal semblent être les destinations de choix pour les responsables fédéraux. Le CONOFIF communiquera à la CAF au plus tard le 22 septembre le nom du stade qui accueillera le match Côte d'Ivoire-Malawi. Alors, Aimé Kéké, après avoir regardé cet élément de Jean-Sylvain Esso, le constat est tout simplement implacable. 7 ans après avoir obtenu l'organisation de la CAN, la Côte d'Ivoire peine encore à répondre au cahier des charges de la CAF. Oui, c'est dommage et c'est triste. C'est triste de constater que c'est de l'amateurisme à tous les niveaux en ce qui concerne ces stades et surtout l'organisation de la CAN en 2023. On prend tout à la légère. C'est l'impression que ça nous donne visiblement. Parce qu'on ne peut pas commettre ce genre d'erreur à ce niveau. C'est incroyable. Parce qu'il y a un manuel de référence en matière de construction des stades qui contient les critères édictés par la FIFA. C'est sur ça que les gens regardent pour construire les stades. Pourquoi on est aussi négligent? Comment on peut construire un stade à Yamoussoukro qui ne respecte pas les normes éditées par la FIFA? Alors que ce stade est construit justement pour la CAN 2020. Pour accueillir les rencontres FIFA et CAN. Tout à fait. C'est grave ce qui se passe là. Alors, je ne sais pas quoi dire. Moi, ça me coupe complètement le sifflet parce que je pense que pour un pays qui a quand même 61 ans d'indépendance, on ne peut pas s'amuser avec ce genre de choses. On nous sert un stade de Bimpe qui porte un illustre nom, avec une pelouse qui est comme un champ de patates. OK, on ne dit rien. Là, on nous sert Yamoussoukro, qui est dans le village du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, un stade, on dit, ah, Yamoussoukro va avoir un beau stade, on applaudit tous. Mais un stade qui est construit pour du beurre, parce que ça ne peut servir à rien. Ça ne peut servir à rien. Qu'est-ce qu'on reproche à ces stades? On dit que la salle de presse est face au vestiaire. Mais ce n'est pas normal, on voit ça ailleurs, nulle part. Là, on parle du stade de Yamoussoukro. Oui, du stade de Yamoussoukro. On voit ça ailleurs, nulle part ailleurs. Généralement, la cabine de presse, la salle de conférence est très éloignée des vestiaires des joueurs. Là encore, il y a un ascenseur qui descend de l'étage supérieur et qui descend directement à côté des vestiaires des joueurs. Le banc de touche, simple banc de touche là,
Ce n'est pas aux normes FIFA. En ce moment, comme on dit, où allons-nous? C'est triste, c'est simplement triste. Alors, Roméo Koulibaly, la question qui vient de façon triviale, qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Je pense qu'il y a eu un souci dans la chaîne de décision. Et déjà dans le choix du prestataire qui vous propose forcément la maquette. Sur cette maquette-là, vous avez le plan du stade. Je pense qu'il y a des maîtres d'ouvrage. Il y a le BNET qui est sur le terrain. Il y a l'ONS qui est sur le terrain, qui a vu les plans, qui a vu les maquettes, qui a sans doute les plans directeurs de construction de stade, donc qui a pu jauger et faire la comparaison. Comment est-ce qu'on est arrivé au terme du chantier et que c'est là qu'on constate, malgré nous, qu'on n'est pas aux normes? Moi, je pense que les responsabilités doivent être situées. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire sait qu'elle doit accueillir une CAN. C'était déjà en 2021. Quand il y a eu le glissement, on a tous crié sur les toits que nous n'étions pas d'accord, mais on a envie de dire que M. Ahmad Ahmad a été visionnaire en faisant ce glissement, parce que si on aurait dû accueillir la CAN en 2021, qu'est-ce qu'on aurait produit comme spectacle au monde et à l'Afrique? Là, on a un glissement jusqu'en 2023 et force est de constater qu'on ne marche pas dans l'anticipation. Dès la livraison du stade de Bimpe, la pelouse avait été décriée et on recevait au stade Félix Houphouët-Boigny. Là, on nous ferme le stade Félix Houphouët-Boigny pour travaux. On compte sur le stade de Yamoussoukro en remplacement qui lui-même souffre de plusieurs insuffisances. On ne marche pas dans l'anticipation, on navigue à vue et ça nous donne ce genre de résultat. Ce grand pays de football qu'est la Côte d'Ivoire, ce grand pays tout court, aujourd'hui, obligé d'aller, je vais dire, plier les chines pour jouer et recevoir ailleurs, privant ainsi le peuple ivoirien de ses stars. Alors, comment on a pu penser même jouer à Yamoussoukro quand on sait que ce stade n'est pas encore achevé déjà? Mais parce qu'on sait que, on savait, ça au moins on a anticipé, parce qu'on sait que la pelouse de Bimpe ne peut pas faire l'affaire. Je crois savoir qu'elle est en réflexion. Ils ont totalement décapé, ils travaillent. Voilà, ils l'ont totalement décapé, donc c'est en chantier. Du coup, on se jette sur Yamoussoukro, tout en oubliant qu'il y a des normes, il y a des règles qu'il faut suivre. Donc c'est de l'amateurisme simplement. Et ce fait-là, le fait de déplacer ce match-là aujourd'hui, puisqu'on est obligé de se rendre à l'évidence, c'est un gros handicap parce qu'on sait comment les 10 000 spectateurs qui étaient présents à Ebimpe ont fait la différence. On sait ce qu'ils ont apporté dans la victoire finale sur les Camerounais à Ebimpe. Donc c'est un gros handicap. Déplacer le match soit au Ghana, soit à Dakar ou n'importe où, c'est nous priver. Et Roméo le souligne à justice, c'est nous priver du soutien du public. Et ça, c'est pas bon. Malheureusement, la présidente du comité de normalisation a parlé de Ghana ou du Sénégal pour ce match de la Côte d'Ivoire. En fait, j'ai l'impression souvent qu'on ne se rend pas compte de l'importance capitale de ce match ou de ces matchs en aller-retour. Nous sommes premiers de la poule, nous devons composter au moins 6 points. Je ne parle même pas d'un nul et d'une victoire. Nous devons marquer et remporter ces 2 matchs. Donc recevoir à Abidjan, ça aurait été l'idéal. Mais là, déjà qu'on va rencontrer le Malawi en Afrique du Sud, qui est un pays frappé de plein fouet par la Covid, on va sans doute être privé de nos internationaux de la Première Ligue, de l'Angleterre. Il nous faut donc un pays en manche retour où on pourra utiliser nos internationaux qui jouent en Angleterre. C'est pour ça qu'on se penche sur le Ghana et le Sénégal. Mais là encore, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Je veux dire, peut-être par proximité, le Ghana serait la solution, puisque c'est à peu près le même climat. On est proche d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Bon, le Sénégal, c'est un pays francophone, c'est un pays frère. Mais je pense que pour une acclimatation par rapport à la distance, le Ghana serait le meilleur choix. Et quand on sait l'amitié qui lie le peuple du Ghana au peuple de Côte d'Ivoire, si on permet aux Ghanéens de venir au stade, on pourra compter, et il y a une forte communauté ivoirienne également du côté du Ghana, on pourra compter sur
nos supporters qui pourront sans doute faire le déplacement si jamais il y a la levée des clivages entre les frontières. Je pencherai pour le Ghana pour la proximité et pour l'acclimatation de nos joueurs. Alors, Aimé Kéké, oui. Pour vous, le moindre mal, ce serait quoi? Où la Côte d'Ivoire peut jouer? On a déjà joué un match amical à Accra, au Ghana, à Cape Coast. Le stade, on l'a vu, c'était pas du tout bon. La pelouse n'était pas bonne. Parce que le stade d'Accra est en réfection. Donc, voilà. Pour moi, il faut choisir d'aller au Sénégal. Le stade du Sénégal est plus adapté, à mon avis, pour recevoir les Ivoiriens. Ils ont une belle pelouse, un stade homologué aux normes FIFA. Donc, autant aller négocier avec les Sénégalais. Mais ce que je voudrais dire, Anne-Marie, c'est qu'on joue avec tout. On veut aller en Coupe du Monde et on ne met pas les éléphants, nos éléphants, dans les conditions. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut mettre toutes les chances de son côté. On a 2 matchs importants là, en aller-retour. On va jouer contre le Mozambique. Le Malawi. On va jouer contre le Malawi, ensuite contre le Mozambique et puis contre le Malawi. On a 6 matchs. Hein, ces 6 matchs, on a déjà joué 2. Il reste 4 matchs. Et le 4e et dernier match se joue à Yaoundé, au Cameroun. Ce sera pour nous la finale. Donc, au moment où nous sommes encore en tête, il faut profiter des 2 matchs qu'on a avec les 2 autres pays pour pouvoir prendre le large en attendant de rencontrer dans le dernier match le Cameroun chez eux. Et là, apparemment, on ne jouera plus les matchs en Côte d'Ivoire jusqu'au match contre le Cameroun. Parce que je ne suis pas sûr que les stades là, à l'état actuel des choses, peut se répondre aux normes dans ce laps de temps. Jusqu'en novembre. Tout à fait. Voilà. D'accord. Malheureusement, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, juste dire que ça nous coupe l'herbe sur le pied. On aurait tout imaginé sauf ça. On est toujours en train de calculer. On se tire une balle dans le pied alors qu'il ne faut pas. On va juste espérer que cette situation puisse se corriger pour le Côte d'Ivoire-Mozambique et puis espérer que nos pachydermes ne soient pas démotivés qu'en vrai commando, ils aillent défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire dans le pays qui aura bien voulu ou bien dans le pays que le CONOFIF aura décidé pour accueillir cette rencontre-là. D'accord. Merci beaucoup, Roméo Koulibaly. On rappelle juste cette information capitale. La Côte d'Ivoire ne pourra pas accueillir son match face au Malawi, comptant bien sûr pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022, zone Afrique. Continuons dans un autre registre, mais toujours avec les nouvelles qui ne sont pas bonnes pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'aura pas 2 représentants en Coupe d'Afrique cette saison. Si la SEC Mimosa est qualifiée en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, par contre, le FC San Pedro a vu son rêve se briser simplement. Le club portuaire a été éliminé par le club burkinabé appelé ASFA Yenega. Jean-Sylvain Esso pour les détails. Encore un fiasco pour le vice-champion de Côte d'Ivoire, le FC San Pedro, qui a laissé partir plusieurs joueurs clés de la saison dernière avant sa campagne africaine. Les hommes de Gianni Tarek, qui avaient pourtant reçu le nul à l'aller 0-0, ont vécu une après-midi dominicale pénible face à l'ASFA Yenega du Burkina Faso, entraîné par l'Ivoirien Rigo Gervais. Agressif dans le jeu, les Burkinabés ouvrent le score à la 36e minute. La frappe anodine de Saïdou Sawadogo est déviée par un défenseur ivoirien et l'aube ira taper Eliezer. À cet instant, les Pétrusiens doivent inscrire 2 buts sans en concéder pour se qualifier. 48e minute, l'entraîneur de l'ASFA Yenega, Rigo Gervais, est expulsé pour contestation. 65e minute, les Oranges et Noirs entretiennent l'espoir après ce corner de Cheikh Soumaoro, bien repris de la tête par Bamba Ladji. À la recherche du but qualificatif, la défense des portuaires craque une seconde fois. À peine entré en jeu, le Béninois Nicolas Kofi Dognon trompe d'une belle frappe, ira taper Eliezer, légèrement avancé. Cette fois, les Oranges et Noirs n'auront pas le mental pour aller chercher l'égalisation et le but de la qualification. Comme la saison dernière, c'est à domicile que le FC San Pedro rate sa qualification. Les joueurs de Mohamed Ali Achicha doivent désormais se concentrer sur la prochaine saison de Ligue 1 afin d'espérer retrouver l'Afrique en 2022. Voilà, Roméo Koulibaly, le FC San Pedro éliminé de la Coupe de la Confédération.
Oui, je me souviens ici sur ce plateau, j'avais dit que ce 0-0-là était un score piégeux parce que ça remettait les deux équipes en lice pour ce match retour. Et comme l'an dernier, le FC San Pedro a remis ça. 2 buts encaissés en fin de période. Le premier but est encaissé à près de 5 minutes de la fin de la première période. Le second but à 7 minutes de la fin du match. Ça voudrait dire que l'équipe ne sait pas gérer ses fins de partie. Domination outrageante en tout cas du FC San Pedro qui malheureusement n'a pas su assurer derrière et le score il nous est défavorable. Encore une fois, le FC San Pedro ne passera pas le prochain tour. Malheureusement, Métiché. Oui, mais San Pedro cache les turpitudes de notre football. Hein. C'est que nous vivons ici, on a un championnat au rabais. Comment voulez-vous que le 6e du championnat burkinabé, l'ASFA Yenega a terminé 6e la saison dernière. Ouais. Et c'est parce que cette équipe a gagné la Coupe nationale qu'elle se retrouve en Coupe CAF. Donc c'est le 6e du championnat burkinabé qui vient battre le 2e du championnat ivoirien qui était devant des équipes comme l'AFAD, la SOA. Ce pas des équipes nulles, ces équipes-là. Donc, si San Pedro a lutté, est devenu 2e, c'est parce que c'est une équipe qui a lutté pour mériter sa place. C'est ça. Et moi, je suis écœuré de voir que cette équipe de San Pedro manque d'ambition. Voilà. C'est une équipe qui manque d'ambition dans leur organisation. Parce que ça fait déjà 2 fois de suite, 2 fois de suite que cette équipe se fait éliminer comme ça. L'année dernière, c'était par les Sénégalais. Cette fois-ci, c'est l'équipe du Burkina Faso. Et il faut que le FC San Pedro, qui avait suscité en nous beaucoup d'espoir, on a pensé que cette équipe venait relever le football ivoirien, le placer un peu plus haut par rapport aux moyens dont il dispose. Or, tout ça, ce n'était que du vent. On va me dire, oui, ils ont vendu tous leurs joueurs. Non, ils n'ont pas vendu tous leurs joueurs. Ils avaient 2 joueurs. Ils ont 2 joueurs qui ont été transférés. Il s'agit de Zouma et Oumarou. Les autres qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas voulu renouveler leur contrat. On a voulu simplement faire une ponction sur leur contrat, sur leur salaire. Et ils n'ont pas aimé, ils sont partis ailleurs. Il s'agit de Kramo Aubin, il s'agit de Jimo Serif et Gilles Privat. Alors ceux-là, ce sont des leaders de l'équipe. Comment vous êtes engagé dans une compétition africaine et vous laissez partir les joueurs de ce calibre? Voilà. Qu'est-ce que le FC San Pedro veut? C'est ça aussi la question. Alors, Roméo Coulibaly, n'est-ce pas aussi parce que le FC San Pedro manque de façon criage, j'allais dire, de match dans les jambes avant cette compétition? Ben, je pense qu'au niveau de match dans les jambes, toutes les équipes africaines, surtout au sud du Sahara, sont logées à la même enseigne. Voilà, donc c'est une... je veux dire qu'on va pointer du doigt plutôt le management de l'équipe. Hein, on a parlé du départ de Jimo, Kramo, Nguessan Privat même, qui est parti du côté de la SEC, qui a fait une entrée lors de la qualification de la SEC face à Tanguy FC. On va plutôt parler du management. Regardez comment est-ce que Gianni Tarek revient coacher cette équipe-là à peine 2 semaines avant le début de cette campagne africaine. Et puis, ils ont en face qui? Un vieux routier de la vieille qui connaît bien le championnat ivoirien, qui est Rigo Gervais, qui connaît bien cette équipe du FC San Pedro pour l'avoir décrypté plusieurs fois en plateau, qui les a vus jouer. Donc, qui connaît ses joueurs, qui connaît l'âme de cette équipe et qui sait comment parler aux garçons de l'ASFA du Yenenga qui voulaient en découdre et qui ont envie de retrouver les joutes africaines. C'est un peu ça, c'est dans l'état d'esprit que ce match-là a été décanté. Les Burkinabés en voulaient plus, ils l'ont montré sur le terrain. On a eu la possession de balle, mais on a été stérile devant. Et quand vous voyez les 2 buts encaissés, il y a certes l'audace des attaquants burkinabés, mais pour moi également, il a le mauvais placement de Ira Tapé sur ces 2 buts. Oui, effectivement, Ira Tapé a fait une grosse bourde là, sur la sortie, alors que... il aurait pu rester. Et ça relance encore le problème du gardien de l'équipe nationale. Mais parce que il n'est pas en compétition, le garçon. Il est tapé. Il n'est pas en compétition. Voilà, il est diminué. On voit comment il prend le but. Mais ça, c'est un but j'allais dire, de novice qu'il prend. Ah.
tel qu'il a avancé sur le but burkinabé, c'est incroyable pour garder sa trempe. C'est vrai que je commence à le connaître un peu, ce garçon. Il fait un très bon match. Il alterne toujours le bon et le moins bon le lendemain. Et ça, il faut qu'il se revoie. À vous écouter, j'ai envie de lancer un SOS. Il faut sauver les soldats football ivoiriens. Il le faut plus que jamais. À tous les niveaux. Ouais. Si aujourd'hui, l'équipe nationale était l'arbre qui cachait la forêt, mais l'arbre même est en train de s'incliner. Quand on voit cette gestion, j'avais dit de prime abord que j'ai rien contre Mme Gabala, mais j'avais dit que l'installation du comité de normalisation allait être pire que tout ce qu'on décriait. C'est ce qui est en train d'arriver parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. On a vu un peu comment est-ce que les Olympiques sont partis du côté du Japon. À leur retour, on a vu un peu l'imbroglio qui s'est passé entre l'aéroport et leur hôtel. Voilà, les garçons arrivaient à un moment, ont refusé de passer, il faut le dire correctement, refusé de passer à la FIF où une réception était prévue à leur effet. Bon, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de nous claquer au visage vivement, que chacun puisse comprendre que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, le football appartient aux footballeurs et que les choses doivent aller dans le bon sens pour qu'on n'arrive plus à cette turpitude-là qui n'honore pas le football ivoirien. Et pour répondre aussi, Oui. si je peux me permettre, Allez-y, allez-y. Oui. j'ai même peur pour la SEC Mimosa, à qui je dis déjà bravo pour leur qualification dans le premier tour, déjà pour ce premier tour. Deuxième tour, ils vont rencontrer le CR Belouizdad d'Alger. Le championnat d'Algérie a commencé depuis longtemps. Le prochain adversaire de la SEC Mimosa, Caracol en tête. Pendant que ici en Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore commencé le championnat. On le sait très bien que les matchs d'entraînement, les matchs amicaux, quand je fais à Sol Béni, ça ne suffira jamais, les matchs amicaux de haut niveau. Nos équipes en Côte d'Ivoire ici n'ont pas l'habitude de sortir pour aller se frotter aux autres équipes. Je le dis tout le temps. Comment la SEC va se comporter face à l'équipe d'Algérie, là, à Belouizdad, dans quelques mois? La question reste posée. On va revenir à notre rencontre FC San Pedro Asfa Yenenga pour demander qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après cette rencontre. La réponse, c'est dans les à côté de Moyabi Diabaté. La formation de la Sanyéga, le coup franc est dans les pieds de Alessa Patom. Alessa Patom prend son élan. Malheureusement, j'allais dire, pour les supporters du FC San Pedro qui auront tout donné, mais leur équipe n'a pas répondu. Ben, on a vu ce supporter qui disait pour gagner San Pedro, ils allaient passer par où, mais je pense qu'ils ont trouvé la parade. Hein? Et finalement, les Pétriciens se sont inclinés 2-1, mais c'est tout ça, cette ferveur
autour de football. C'est tout ça la magie du football, parce que le spectacle n'est pas seulement sur les rectangles verts, il est aussi dans les tribunes. D'accord. Aimé Kéké? Oui, c'est toujours un plaisir qu'on voit ce public chaleureux. Malheureusement, ils ont été contraints à venir à un nombre, pour ne pas dire pas du tout. Hein, les supporters de San Pedro qui voulaient se déplacer n'ont pas pu se déplacer parce que le match se jouait à huis clos, etc. Mais c'est toujours un bonheur de jouer dans un stade plein. Et là, je plains forcément les deux équipes de Côte d'Ivoire, la SEC et FC San Pedro, qui ont joué par devant vraiment leur public. D'accord, on va écouter maintenant quelques réactions. Celle de Rigo Gervais, l'entraîneur de l'ASFA Yenega. Et puis Niakate Abdoulaye, le défenseur du FC San Pedro, au micro de Mouyabi Diabaté. Les garçons ont cru, vous avez vu la rage des 20 premières minutes. Ils avaient la rage, ils ont tout donné parce que, on le dit, à force de détermination, on devient invincible. Et c'est la détermination qui a payé. On a montré aux uns aux autres que nous, on voulait se qualifier. Et on l'a fait, deux buts réussis, vous avez vu. La partie la plus difficile, c'est quand le FC San Pedro est revenu au score. Mais on a fait preuve de caractère pour marquer ce deuxième but, qui lui a coupé les lèvres sous les pieds. Et on a gagné. Je pense qu'on mérite largement de gagner ce match parce qu'on a voulu se qualifier et on l'a fait. Aujourd'hui, on n'a pas été bon. Donc c'est à nous de partir et puis d'essayer de faire un peu, en tout cas, de regarder un peu ce qui n'a pas marché. J'ai dit félicitations à l'équipe de ASFA Yenega pour leur match. Nous, on va s'entraîner, on va apprendre encore pour mieux préparer le championnat. Comme le dit le coach Rigo Gervais, son équipe a eu plus d'envie que celle, bien sûr, du FC San Pedro. Oui, mais quand on est limité techniquement, on met en exergue ses qualités premières. Et eux, ils avaient l'envie, la détermination. C'est ce qui a fait la différence, simplement. D'accord. Malheureusement encore pour cette équipe du FC San Pedro, où Niakate Abdoulaye, le défenseur, dit qu'ils ont essayé quand même. Oui, il reconnaît qu'ils ont été mauvais. Ben, on n'est pas mauvais sur ce genre de match. On est mauvais sur ce genre de match quand on n'a pas de match dans les jambes. Et parce que pour le FC San Pedro, on va dire que ces deux matchs-là sont les premiers matchs de pré-saison. En réalité, avec un effectif qui n'est pas encore totalement stable, qui est en train de bouger, ben, il est en défense, Niakate. Ils ont donné 83 minutes de haut niveau parce qu'ils ont pressé, ils sont revenus au score. Coaching gagnant de Rigo Gervais qui fait rentrer son attaquant Nicolas, le Béninois, qui arrive, premier ballon. Il a l'intelligence de lober Tapeira, qui est un tout petit peu avancé sur sa ligne. C'est un problème de concentration. Comme je l'ai dit au départ, vous allez regarder, les deux buts encaissés par le FC San Pedro interviennent en fin de période. Il y a un relâchement de l'équipe qui se dit ben, on est en train d'aller vers la pause ou on est en train d'aller vers la fin du match. Dans la tête, on est déjà paré sans doute pour les prolongations ou pour une séance de tir au but. Et voici ce qui arrive. Il faut rester concentré 90 minutes. C'est ce qu'ils doivent apprendre. Mais attention, ça fait 2 ans qu'on apprend. Il faut que l'apprentissage serve à quelque chose à la fin. On l'espère bien. On va écouter encore la réaction d'autres acteurs, notamment le président de l'ASFA Yenega et son capitaine, et puis l'ex-international burkinabé Aristide Bansé. La Côte d'Ivoire, c'est comme chez nous. Donc, en venant ici, on n'avait pas la crainte, on n'avait pas la peur au ventre. On venait ici, on s'est dit qu'on vient chez le pays voisin. C'est comme si nous jouions au Burkina. Donc, et puis on était confiants qu'on allait gagner ce match. Félicitations encore à eux. C'est un match très très difficile. Ils ont montré que c'était des hommes. Parce qu'on a vu, franchement, et c'est les duels qui ont fait qu'ils se sont imposés aujourd'hui. Voilà, ils ont gagné beaucoup de duels et ils ont couru beaucoup. Parce que c'est une équipe qui gagne ces duels, ils pensent qu'ils sont beaucoup présents sur le terrain. Donc je pense que c'est une victoire méritée. Nous sommes venus ici en conquérant, nous sommes venus ici avec la volonté de se qualifier. On en avait besoin, on a joué, mais l'équipe d'en face n'a pas démérité, qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de talent. Mais il fallait un vainqueur et l'ASFA Yenega a gagné. Voilà, ils sont venus, ils ont vaincu et ils sont repartis. Oui, quand on gagne, on peut se permettre de tout dire. Hein. Oui. Voilà, ils ont mis les moyens de leur côté. Exactement. Et puis là, ils sont venus, comme ils disent, en conquérant. Oui. Ils ont voulu cette victoire. C'est ça. Ils ont voulu ils se sont donné les moyens de gagner ce match. Et moi, je leur tire mon chapeau.
D'accord, comme le disait Roméo, hein, ils ont fait preuve de beaucoup plus de caractère, beaucoup plus d'envie et de détermination que bien sûr nos joueurs. C'est ce qui revient dans les différentes interventions du côté des joueurs burkinabés. Et comme Bansé l'a dit, ils ont gagné tous leurs duels. Dans l'impact physique, ils étaient présents. Au second ballon, c'était les joueurs de l'ASFA Yenega. Et quand vous avez des joueurs qui mettent de l'impact dans l'entrejeu et qui sont présents au second ballon, ben automatiquement, ça marque l'adversaire. Et ils ont su utiliser les espaces à chaque fois. Et pour gagner également, c'est vrai qu'il faut du talent, il faut de la hargne, il faut aussi beaucoup de baraka. Et je pense que la baraka était de leur côté également. On va aller maintenant à l'intérieur du pays avec le président du COCAN 2023, le ministre François Albert Amichia, qui a visité les infrastructures de la ville de Bouaké. Il était accompagné du ministre gouverneur Jean-Claude Kwasi. Le reportage est signé pour vous par Koulibaly Seydou. C'est au RAN Hôtel que le président du COCAN a entamé le tour des sites d'hébergement de la ville de Bouaké. Un édifice à l'abandon qui nécessite un vrai lifting pour répondre aux attentes de la CAN 2023. Le ministre Amicha, accompagné du ministre gouverneur Jean-Claude Kwasi, du vice-président du COCAN Sori Diabaté, de deux anciens internationaux Kassi Kwadio Lucien et Begré Eugène Yago, et de membres de différentes commissions du COCAN, s'est rendu à la cité Cannes. 32 villas de haut standing de 5 chambres chacune, en phase de finition, ont été présentées par Cess Georges, le délégué Bennett. L'hôtel Monafrique a ensuite reçu la délégation du COCAN 2023. Un réceptif à 3 étoiles de 36 chambres qui va passer à 44 chambres bientôt. Le ministre Amicha et sa délégation ont ensuite visité le CHU de Bouaké, qui présente un beau plateau technique avec ses blocs opératoires rénovés et ses 340 lits. Mais beaucoup reste à faire encore. Le stade de Bouaké, qui voit sa capacité passer de 25 000 à 40 000 places à fière allure, avec ses gradins qui n'attendent que la pose des sièges et son aire de jeu, dont le terrassement est achevé. Une belle arène en phase de finition que le patron du COCAN et le ministre gouverneur du Béquet et du handball apprécient. Pour avoir eu le privilège de voir l'ancien stade de 25 000 places et d'avoir l'honneur de regarder ce stade de 40 000 places, on voit le grand changement qui a été effectué. Changement en quantité de places, puisque nous passons de 25 000 places à 40 000 places, mais surtout un changement en qualité, puisque vous voyez que le stade est pratiquement entièrement couvert. Et il n'est pas encore entièrement terminé, mais vous regardez la qualité des travaux, je crois que ça augure d'un stade moderne, d'un stade pratique, d'un stade qui fait honneur à la deuxième ville de Côte d'Ivoire, d'un stade qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Donc ce sont des impressions positives et en discutant avec les responsables de l'entreprise qui construit ce stade, nous savons que les travaux de finition permettront d'avoir un joyau architectural qui permettra à nos athlètes d'évoluer sur un terrain digne de ce nom, mais permettra également aux spectateurs, aux personnalités, d'être dans un cadre confortable pour pouvoir suivre les compétitions. Nous venons de voir des infrastructures qui nous font déjà rêver. Vous connaissiez le stade tel qu'il se présentait lorsqu'il avait 25 000 places. Vous voyez aujourd'hui quelque chose qui fait encore plus rêver. Je crois que la modernité est présente. L'image de qualité que s'est toujours donnée la Côte d'Ivoire sera confirmée lorsque ces travaux seront terminés. Et bien sûr, pour la vallée du Banama, nous sommes fiers d'avoir dans notre capitale de district un stade de cette qualité-là. Nous avons vu aussi les stades d'entraînement qui sont très beaux. Et comme nous l'avons dit ce matin, nous espérons pouvoir les conserver dans cette qualité-là le plus longtemps possible pour favoriser le sport dans ce district et dans les 2 régions qui composent notre district. Après le grand stade de Bouaké, les terrains d'entraînement situés au sein d'établissements scolaires comme le collège technique et le lycée technique ont été visités par la délégation du COCAN, tout comme l'ancien stade de Bouaké, en pleine rénovation. Au quartier Dar es Salaam, la place Alassane Ouattara sera transformée en fan zone durant la CAN 2023. Le ministre Albert François Amichia, toujours sur le terrain, une initiative bien sûr qu'on salue, mais on espère que cela va nous empêcher d'avoir quelques déconvenues
au terme, bien sûr, de tout cela, au fait, pour le bilan, à l'heure du bilan? Oui, moi, j'ai salué les déplacements réguliers du ministre Amicha sur les chantiers des œuvres en vue de 2023, hein, pour la CAN 2023. Mais ce que je crains, c'est ce qu'on a constaté là, c'est ce qui vient de nous tomber sur la tête comme un coup près. C'est des joyaux, c'est vrai, des joyaux architecturaux, c'est bon. Mais est-ce que ces terrains-là sont construits aux normes FIFA? C'est ça. Il ne suffit pas de venir déposer un bijou là qu'on ne peut pas porter. Voilà, c'est la grande question. D'accord, donc la grande question, comme le dit Aimé Etchiké, est-ce que ce terrain de Bouaké répond aux normes du cahier des charges de la FIFA? Nous avons des services techniques, que sont le BNET, que sont l'ONS, qui sont chargés du suivi des travaux des différents prestataires étrangers qui nous bâtissent ces stades. La mission de la CAF est arrivée, a rendu son verdict. J'ose espérer que nous avons récupéré ce cahier de charges, que nous sommes en train de l'étudier par rapport à ce qui est en train d'être bâti et de corriger ce qu'il y a à corriger. Voici les différentes étapes. Ou s'il le faut, déplacer un expert de la CAF pour faire le suivi ou pour faire le tour de nos différentes infrastructures sportives en construction, noter ce qu'il y a à noter pour que déjà, pendant la phase de construction, on puisse pallier aux différentes incompatibilités. Parce qu'on ne peut pas finir de bâtir et on va démolir pour modifier. Voilà, c'est en ce sens que je parle d'anticipation. Ouais. Il faut qu'on sorte de l'émotion. Le stade de Yamoussoukro n'est pas homologué, c'est un fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit homologué? Qu'est-ce qu'on fait pour que le stade de Korogo, pour que le stade de San Pedro, pour que le stade de Bouaké, le stade de Bimpe, la rénovation du stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau ne soient pas des investissements vains? Là est le véritable problème. Exactement. Et moi, je me demande comment est-ce qu'on arrive à faire des constructions sans tenir compte des cahiers de charges? Logiquement, ça doit se faire en amont. Oui. On a le cahier de charges et puis on construit. Bien sûr. Mais bon, je ne sais pas par quelle magie les gens font ce genre de travaux. Le ministre, même au moment où il partait visiter le stade de Yamoussoukro, on en était fiers, nous, de voir les images à la télé. Mais le ministre le président du COCA ne se rendait pas compte qu'à ce moment-là, le stade qu'il visite n'est pas aux normes FIFA. De même pour le stade de Bouaké. Qu'est-ce qui nous prouve que demain, les gens de la FIFA ne vont pas venir dire que c'est un stade qui est beau, fantastique, mais il n'est pas aux normes FIFA. Donc c'est ça le gros truc. C'est ça le problème. Il faut, comme vous dites, il faut regarder les manuels de référence. Ça existe dans tous les domaines. Sur Internet, on a les conditions pour qu'un terrain soit homologué. Sur Internet seulement, tapez, vous verrez, CAF, FIFA. Donc, ce n'est pas des choses que nous allons nous apprendre aux maîtres d'œuvre des chantiers. D'accord. Il y a eu des réactions après cette visite du ministre Amicha et on va les écouter. Je remercie le COCAN de nous associer à cette visite. C'est très important. Et il faut reconnaître que nous avons visité des très beaux stades. Comme dirait quelqu'un, ça ressemble surtout au terrain des Égyptiens. Et quand tu regardes, tu as envie de revenir jouer, mais c'est trop tard. Trop tard. Et j'aimerais dire à nos jeunes frères qu'ils ont une opportunité, ils ont cette chance-là de jouer dans un très bon stade. C'est à eux de nous montrer de quoi ils sont capables. Et nous, on les fait confiance. On va les supporter jusqu'au bout. On va les applaudir. Mais il faut qu'ils se battent. Sinon, rien à dire. Des impressions vraiment de joie, de savoir que la Côte d'Ivoire, avec cette CAN qui arrive, va se doter d'infrastructures de très haut niveau. Nous sommes champions d'Afrique 2 fois. Pour un pays qui est 2 fois champion d'Afrique, double champion d'Afrique, il est normal que nous ayons des infrastructures de très haut niveau pour des joueurs de qualité. Et moi, je suis venu à Bouaké et je vais retourner de Bouaké très heureux parce qu'avoir des infrastructures de cette qualité-là, ça met au football à se développer.
les joueurs, avoir des joueurs de qualité, mais surtout permettre aux infrastructures qui amènent le développement, qui amènent la qualité du spectacle à être d'un très bon niveau. Pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment très ravi. Chacun a son temps, nous sommes passés, nous avons joué aussi dans des stades de très beaux, mais aujourd'hui, c'est vraiment de grande qualité, il faut le reconnaître, pour cette nouvelle génération-là, qui permettre à ces jeunes-là de porter le flambeau du football ivoirien dans un tel stade. Imagine une telle ambiance face au Nigeria, face au Cameroun. Je ne vous dis pas beaucoup de choses, mais c'est une ambiance extraordinaire. Nous sommes très heureux d'être ici. Alors, on salue une fois de plus cette initiative du ministre Amicha qui associe bien sûr les anciennes gloires qu'on a vues notamment. Mais il va falloir vraiment que les techniciens du Bénet, par exemple, ou de l'ONS soient vraiment associés pour qu'on n'ait plus de mauvaises surprises. Non, moi, Anne-Marie, oui, le responsable de RTI Sport, Koulibaly Seydou, oui, a fait plusieurs visites sur ces chantiers-là. Oui. Et il a rencontré les différents chefs de chantier, que ce soit Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Il a rencontré tous les responsables, il les a trouvés sur le terrain. Ils ont construit, ils ont fait leur travail. Je veux dire, ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ont produit, on a vu le résultat. Mais ce que demande la CAF là, et la FIFA, là, ils sont tous passés à côté. Que ce soit Ebempe, que ce soit Yamoussoukro, que ce soit Bouaké, ils sont tous passés à côté. C'est comme, ça dit que vous construisez un truc et puis on ne peut pas l'utiliser. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Donc, il ne s'agit pas de la beauté de l'infrastructure. Voilà. Il s'agit de normes. Il s'agit de normes. Du côté pratique, voilà. on va faire court. Vous savez, souvent, on aime compliquer les choses. Le Cameroun est passé par là. A vu plusieurs fois ces stades critiqués et ne pas être homologués par la CAF. Jusqu'à aujourd'hui, avoir tous ces 6 stades homologués qui vont pouvoir accueillir la CAN. On apprend. Il faut une mission au Cameroun. Il n'y a pas de honte. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire homologuer tous vos stades? On apprend, on s'imprègne et on revient avec des techniciens camerounais pour nous faire l'analyse et le sondage de nos véritables infrastructures. Parce que je le dis, on va rester dans l'émotion, on va rester à geindre, à se plaindre. Pendant ce temps, les travaux avancent, tout sera fin prêt, tout beau. Il va falloir maintenant venir casser pour reprendre. Maintenant qu'on est en phase de construction, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. C'est vrai, ce sont des détails qui ont fait que le stade de Yamoussoukro n'a pas été homologué, mais des détails qui doivent servir de leçon pour les autres infrastructures. Parce que nous ne construisons pas des stades pour le championnat local, nous construisons des stades pour les compétitions CAF et FIFA. Il faut rentrer dans les normes et je pense que la Côte d'Ivoire a les ressources humaines et financières pour rectifier le tir. Merci beaucoup. J'accuse un peu les gens de la CAF qui ont été complaisants avec nous. S'ils avaient suspendu le stade de Ebimpe, depuis, on n'en serait peut-être pas là. On aurait pris conscience... Pour la qualité de la pelouse. Pour la qualité de la pelouse, ils avaient suspendu. Non, parce que ce n'est pas seulement la qualité de la pelouse, le stade de Bempé. Il y a d'autres choses, il y a la cabine de presse et tout ça qui ne sont pas homologués. Même les accès. Même les accès, au stade de Bempé. Donc, ils auraient pu être fermes et interdire ce stade. Ils ne l'ont pas fait. Et à partir de là, on n'a pas pris conscience du danger qui nous guettait. On a laissé finir les travaux à Yamoussoukro. À Bouaké, c'est pratiquement fini à 90%, le gros œuvre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire demain s'ils reviennent qui disent que le stade de Bouaké n'est pas homologué? Voilà les interrogations. Donc, il faut faire très attention à ce que nous faisons. D'accord. Il nous revient également à nous, Ivoiriens, de quitter les urgences pour nous inscrire résolument dans l'anticipation, tout simplement. Tout à fait, ouais. Nous allons partir maintenant à Diokoué pour parler de cohésion sociale autour d'un tournoi de football avec Samuel Meck. Placé sous le signe de la cohésion sociale, comme son nom l'indique en Guéré, à Béibo, le tournoi a réuni à Diaouin, village situé à 11 km de Diokoué, 26 équipes venues de 24 villages afin de célébrer le vivre ensemble à travers le football. Cette initiative des cadres du village a permis d'apprécier les beaux efforts des différentes équipes poussées par leurs supporters qui voulaient repartir avec les beaux trophées mis en jeu. En finale homme, Benfica de Fengolo a attendu l'épreuve des tirs au but pour s'imposer 5 tirs à 4
devant l'Ajax de Tissonini. En dames, c'est encore le Benfica de Fengolo qui pulvérise cette fois-ci le FC Diaouin 3-0 pour remporter le trophée. La particularité de ce tournoi a été la composition des équipes. Chaque formation avait en son sein des autochtones, des allochtones et des allogènes heureux de jouer ensemble devant les autorités administratives, politiques et religieuses de la région venues les soutenir. Nous avons vécu un moment extrêmement important dans l'histoire de ce village de Diaouin qui aujourd'hui réunit tous ses cadres et ses fils autour de ce gala sportif et qui a été un gala extrêmement intéressant. Comme l'indique le nom Abébo en pays ouest, c'est le vivre ensemble et nous sommes venus pour célébrer la paix, pour célébrer l'unité des fils de ce village, pour célébrer l'union de tous les enfants du Guémon. Promesse a été faite par les organisateurs de rééditer l'espoir à travers le sport pour une cohésion sociale vraie dans la région. On va partir tout de suite pour l'actualité sportive internationale. On part tout de suite avec Arsène Kouassi qui nous donne les temps forts de la 5e journée de la Première Ligue. En clôture de la 5e journée de Premier League, le championnat anglais propose un derby alléchant entre Tottenham et Chelsea. Et à l'issue d'une rencontre maîtrisée, les Blues dominent les Spurs. C'est en seconde période que tout se joue. Thiago Silva, auteur d'une performance XXL, ouvre d'abord le score pour Chelsea à la 49e minute, avant qu'Ngolo Kanté ne fasse le break quelques minutes plus tard sur une frappe déviée. L'entrée en jeu à la pause de l'international français modifie le visage des Blues. Très entreprenant, Rudiger s'invite à la fête en toute fin de match sur un centre de Werner. Score final 3-0. Avec ce succès, les hommes de Thomas Tuchel rejoignent Liverpool et Manchester United en tête du classement avec 13 points. Chelsea recevra Manchester City samedi, alors que Tottenham se rendra dimanche sur la pelouse d'Arsenal pour un autre derby de Londres. Les Gunners sont allés s'imposer à Burnley grâce au but d'Odegaard. Deuxième victoire d'affilée pour le joueur de Mikel Arteta qui remonte à la 13e place. Voilà, Chelsea qui s'est imposé tout simplement devant Tottenham à 3-0. Oui, duel entre Nuno Espirito Santos et Thomas Tuchel qui a tourné à l'avantage du technicien allemand. Mais Chelsea a été très bien en place dans son habituel système au 3-4-3. Mais c'est l'entrée en seconde période de N'Golo Kanté et de Timo Werner qui ont dynamité cette attaque des Blues de Chelsea. Là où on attendait Lukaku, on a plutôt eu Thiago Silva, N'Golo Kanté et Rudiger. À noter que c'est rare quand même pour souligner, mais Timo Werner a fait une très bonne seconde partie. Il a été incisif devant, il a été très altruiste, d'où ce 3e but qu'il offre à Rudiger. Chelsea est en place, Chelsea maîtrise son sujet. Oui, sur ce match, je dirais que moi, comme Roméo, c'est un match qui est parti sur des chapeaux de roue. Dans un duel à distance entre Romelu Lukaku, buteur de Chelsea, et Harry Kane de Tottenham. Mais ce duel n'a pas eu lieu puisque finalement, ce match est devenu le match des défenseurs où on assistait au retour de Thiago Silva, qui revient de blessure, de N'Golo Kanté et du défenseur Rudiger qui ont, à eux trois, marqué les 3 buts de la rencontre. C'est un match qui est parti sur des chapeaux de roue très très vite. Et puis, mais quand même équilibré. Vers la fin, c'était un match qui était équilibré. Mais ils ont été plus adroits, les Blues, et ils ont remporté le gain du match. 3-0. On va partir avec une autre rencontre Arsenal qui s'est imposée devant Burnley. Oui, effectivement, le nouveau club de Maxwell Cornet qui est rentré en jeu, qui a été assez discret, mais quand même qui a su apporter. Malheureusement, Burnley s'incline face aux Gunners d'Arsenal. Ça leur donne de l'air, deuxième victoire d'affilée. Bon match devant avec Aubameyang et Pepe qui ont su bousculer cette défense de Burnley. Et il a fallu ce coup de patte à la 30e minute de Odegaard pour mettre les Gunners
sur de bons rails, 1-0, score qu'ils ont pu conserver jusqu'en fin de partie. On va dire qu'ils donnent un peu d'air et puis un peu de chance encore à Miguel Arteta de continuer sur le banc des Gunners. En tout cas, une bouffée d'oxygène après cette série de défaites. C'est ça, avec Bukayo Saka, Aubameyang et Pepe qui ont fait un bon match. Ils ont gagné 1-0, c'est bien à la 30e minute. Ça leur donne vraiment de l'air parce qu'ils étaient très très mal barrés. Aujourd'hui, ils sont à la 13e place au niveau du classement. D'accord. Manchester City, pour sa part, a reçu Southampton 0-0. Oui, les Sky Blues ont calé. Il y a eu l'intervention de la VAR pour annuler ce but-là de Raheem Sterling et pour invalider ce pénalty qui avait été accordé aux joueurs de Southampton. On va dire que les deux équipes se quittent bons amis. C'est vrai que ça a été difficile pour l'équipe de City qui a eu le ballon comme à son accoutumée, mais qui s'est heurté à un bloc solidaire et un bloc bas de Southampton. Ben, le score, il est là, 0-0. Oui, et ce match, on va dire que c'est une mauvaise affaire de Manchester City qui est désormais relégué à 3 longueurs des 3 autres premiers, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool. Voilà. D'accord, on va terminer avec l'Afro-Basket 2021, l'Afro-Basket féminin 2021. Pascal Koné et Aude Alegbe nous parlent des temps forts de la 2e journée. Dès l'entame de la rencontre, les Ivoiriennes affichent clairement leurs intentions de battre le Mali lors de cette 2e journée dans la poule D en vue de se qualifier directement pour les quarts de finale. Une intention qui très vite s'est vue envolée car les filles du coach Igor Kovacevic s'inclinent 76-63 face au Mali. Les Maliennes imposent leur rythme de jeu. Djeneba Ndiaye, 23 points, 3 rebonds et 2 passes. Mariam Koulibaly, 14 points, 12 rebonds et 1 passe. Et Sika Kone, 10 points, 6 rebonds et 2 passes donnent l'avantage aux siennes dans le premier carton, 24-20. Au second carton, les Ivoiriennes se ressaisissent difficilement mais finissent avec 1 point d'avance, 35-34. À la reprise, la voix du coach Igor Kovacevic se fait entendre. Laetitia Saye, très en verve avec 24 points, 8 rebonds et 3 passes. Djefari Madiawara, 15 points, 3 rebonds et 2 passes, sans oublier Kani Kouyaté, 9 points, 4 rebonds et 2 passes permettent aux Ivoiriennes de prendre les commandes du jeu, 54-51. La révolte des Ivoiriennes sera de courte durée dans le 4e carton. En manque de lucidité et peu inspirée, l'attaque ivoirienne n'a pas su répondre à la montée en puissance des Maliennes. Très expérimentées, les filles du coach Joachim Brizuela déroulent dans ce dernier carton pour finalement s'imposer sur le score de 76-63. Le Mali se qualifie directement pour les quarts de finale. La Côte d'Ivoire, 2e du groupe D, va jouer contre la Guinée, dernier du groupe C. Voilà, Côte d'Ivoire à Guinée, donc c'est prévu pour demain, 16h GMT pour les qualifications, bien sûr, pour les quarts de finale de cet Afro-Basket. Oui, elles ont une chance, hein, et ça fait comme si on était à l'Afro-Basket des hommes. C'était le même schéma avec les garçons. Il a fallu se débarrasser de la Guinée pour aller affronter les Tunisiens. Et donc, voilà, c'est aux filles de croire en leur chance. Elles ont loupé le coach face aux Maliens qui étaient plus expérimentés, qui ont plus de matchs dans les jambes, qui ont plus d'expérience que nos filles. Là, face aux Guinéennes, il faudra qu'elles se déchaînent dans le style « on n'a plus rien à perdre, il faut qu'on y aille à fond ». Sans calcul. D'accord, Roméo, est-ce que les Ivoiriennes ont les moyens de passer cette équipe guinéenne? Oui, quand on regarde la prestation des Ivoiriennes face aux Tunisiennes, quand on regarde les 3 premiers cartons face aux Maliennes, on a de quoi à y croire. Si on a une Laetitia Saye, des bons jours, une Kane Kouyaté, ainsi que toutes les autres, si elles sont motivées, Djefirima et toutes les joueuses ivoiriennes, si elles sont motivées, ben oui. Surtout que cette équipe de Guinée n'a pas fait allure. Elles ont perdu, je crois, 101-38 face à l'Égypte. Elles ont terminé dernière de leur poule. C'est une équipe guinéenne qui est venue pour apprendre aux joueuses ivoiriennes de composter cette qualification pour les quarts de finale pour rêver plus grand, rêver plus haut. Merci beaucoup à vous, Roméo Koulibaly. Nous sommes au terme de notre émission. Aimé Kéké, merci. Merci à la réalisation, merci à tous les techniciens. On se donne rendez-vous demain avec Samuel Mec pour une autre édition du JDS.